Et nous allons accueillir notre dernier orateur, Dr Fanou de l'équipe guyanaise, qui va nous parler de l'hypertension artérielle secondaire endocrine, ce qu'il faut savoir en pratique de ville. Bonsoir, je vais clôturer la journée. Je serai très bref sur un sujet qui concerne tout le monde, c'est l'hypertension artérielle secondaire endocrinienne, ce qu'il faut savoir en pratique de ville. La prévalence de l'hypertension artérielle est estimée environ à 1,13 milliard en 2015. Chez l'adulte, cette prévalence est de 35 à 40%. Et la prévalence augmente de plus de 60% chez les sujets qui ont plus de 60 ans. Et en France, selon Santé publique France 2023, on dénombre 17 millions de sujets hypertendus. C'est juste un petit rappel sur la définition et la classification de l'hypertension artérielle. La définition a été établie sur des chiffres de tension artérielle au-dessus desquels le bénéfice du traitement est supérieur au risque. Et pour le moment, on maintient toujours la valeur de 140 mm de mercure en tension artérielle systolique et 90 mm de tension artérielle diastolique. Et ça, c'est sur la mesure au cabinet. Et quand on prend en fait la mesure ambulatoire de la pression artérielle, par exemple, on considère des valeurs plus basses, qu'on soit par exemple en journée ou bien pendant la nuit. Ici, c'est un peu les objectifs que je rappelle, les objectifs en fonction des différentes comorbidités associées, par exemple le diabète, la maladie rénale chronique et d'autres pathologies. Alors, quel est l'intérêt du sujet? L'intérêt du sujet réside en fait dans les étiologies des hypertensions artérielles. Les hypertensions artérielles secondaires représentaient 1% de toutes les causes d'hypertension artérielle vers les années 80. Et cette prévalence est passée à 10% de nos jours, à un peu moins de 10% de nos jours. Cette augmentation n'est rien d'autre que la cause de diagnostic des hypertensions artérielles secondaires endocrines. Et quand rechercher une hypertension artérielle secondaire, c'est devant une hypertension d'un sujet jeune de moins de 40 ans, une hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire une hypertension artérielle, une tension artérielle qui n'est pas contrôlée, avec une trithérapie à dose suffisante, dont au moins un diurétique. C'est une hypertension artérielle avec des points d'appel cliniques qui orientent vers des maladies spécifiques. C'est une hypertension artérielle avec une hypocalémie, qu'elle soit spontanée ou bien induite par un diurétique. C'est une hypertension artérielle associée à une masse surrénalienne. C'est une hypertension artérielle avec une atteinte disproportionnée des organes cibles quand on considère le niveau des chiffres tensionnels. C'est une hypertension qui est d'emblée sévère ou bien qui devient subitement sévère. Et c'est une hypertension artérielle de survenue beaucoup plus tardive dans la vie du sujet. Donc ici, c'est un peu les causes d'une hypertension artérielle secondaire. Nous avons beaucoup de causes. Il y a les causes endocrines, les causes rénales, les causes rénaux-vasculaires, la coartation de l'aorte, le syndrome d'apnée du sommeil. Ce qui nous concerne, en fait, c'est beaucoup plus les hypertensions endocrines. Et dans cette liste, nous avons en tête l'hyperaldostéronisme primaire, le syndrome de Cushing, le phéochromocytome, les paragangliome et plein d'autres affections endocriniennes. Alors, les hypertensions artérielles secondaires d'origine endocrinienne sont les plus fréquentes dans cette part. Et quand on prend la surrénale, elle regroupe en fait les causes les plus importantes dans la classe endocrine. Et cette diapositive, c'est une diapositive du professeur Laurent Sama, et ici, c'est une série hospitalière qui parlait un peu des tumeurs surrénaliennes responsables d'une hypertension artérielle. Et là, on voit clairement en tête l'hyperaldostéronisme primaire
qui représente près de 40% des cas. Le phéochromocytome et les paragangliome viennent en deuxième position, représentent 12% environ, et le syndrome de Cushing vient en troisième position. Donc, durant l'exposé, nous aurons à détailler l'hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome, les paragangliome et ensuite le syndrome de Cushing. L'hyperaldostéronisme secondaire et primaire est la première cause d'hypertension artérielle secondaire et le sous-type adénome de Cône est la première cause curable d'une hypertension artérielle. Je vous montre cette étude italienne qui s'est intéressée à la prévalence de l'hyperaldostéronisme primaire. C'est une étude qui concernait 1672 sujets adressés par 19 médecins de ville. Les patients étaient âgés de 18 à 60 ans. Et ce qui a été remarqué, c'est que l'hyperaldostéronisme primaire représentait 5,9% des cas. Et cette prévalence augmentait avec le grade de l'hypertension artérielle, de telle sorte que la prévalence qui est de 3,9% pour une hypertension artérielle grade 1 passe à près de 11,8% quand on passe à l'hypertension artérielle grade 3. Et ce qui ressort aussi de cette étude, c'est qu'on a d'un côté une augmentation des lésions, des complications liées à l'hypertension artérielle beaucoup plus importante que dans les autres cas d'hypertension artérielle secondaire. Et on a remarqué aussi que le sous-type adénome de Cône augmente en termes de prévalence quand on augmente aussi avec le grade de l'hypertension artérielle. Donc, quand rechercher un hyperaldostéronisme primaire, c'est toujours une hypertension artérielle du sujet jeune, une hypertension artérielle résistante, une hypertension artérielle sévère, une hypertension artérielle associée à une hypocalémie spontanée ou induite par un diurétique. C'est une hypertension artérielle ou une hypocalémie associée à un incidentalome surrénalien. C'est une hypertension artérielle avec atteinte disproportionnée des organes cibles. Et récemment, il a été rajouté la fibrillation atriale qui n'a pas de cause, c'est-à-dire les fibrillations atriales dont on ne retrouve aucune cause. Il a été montré en fait que 18% de ces fibrillations atriales peuvent être imputées à l'hyperaldostéronisme primaire. Donc, comment faire le diagnostic? Le diagnostic est simple, c'est sur le dosage aldostérone et rénine totale avec calcul du rapport. Et si le rapport est anormal, il faut un deuxième test de confirmation. Et pour dire que le rapport est anormal, il faut un rapport qui est supérieur à 64 avec, bien sûr, l'aldostérone en picomol par litre et la rénine en milliunités par litre. Et si la rénine est à moins de 5, il faut la corriger et la ramener à 5 pour ne pas prendre pour un hyperaldostéronisme primaire une élévation du rapport qui est due uniquement à la baisse de la rénine. Et il existe des conditions strictes de prélèvement. Le sujet doit être en position assise depuis 5 à 15 minutes avec une calémie qui doit être normale en régime normosoudé après arrêt des antihypertenseurs qui peuvent interférer avec le dosage. Et quels sont ces antihypertenseurs? C'est pratiquement tous les antihypertenseurs utilisés couramment. Nous avons les bêta-bloquants, les IEC, les ARA2. Tous ces traitements interfèrent avec le dosage de l'aldostérone et de la rénine pour entraîner soit un faux positif ou un faux négatif. Donc, il est très important d'arrêter ces traitements et la durée d'arrêt dépend des différentes classes. Les inhibiteurs de la rénine, de la spironolactone, les plérénones et les contraceptions œstroprogestatives doivent être arrêtés au moins 6 semaines. L'IEC, les ARA2, les diurétiques et les bêta-bloquants pendant 2 semaines. Et il faut obligatoirement remplacer ces traitements par des médicaments qui ont des effets neutres. C'est le cas des inhibiteurs calciques
les antihypertenseurs centraux et les alpha-bloquants. Donc, quelques exemples de traitements neutres. Nous avons le verapamil, le diltiazem, les alpha-bloquants, l'urapidil qu'on utilise couramment dans ces genres de situations. Les centraux, c'est l'hyperium qu'on utilise. Et très souvent, pour mieux contrôler les tensions artérielles de ces patients, il faut faire une association. Et il faut bien prévenir les patients parce que la tension est très souvent moins bien contrôlée que sous le traitement initial, et les prévenir aussi sur les éventuels effets indésirables et prendre surtout un avis du cardiologue lorsqu'on est amené à arrêter par exemple un bêta-bloquant. Donc ici, c'est juste un algorithme pour le diagnostic positif de l'hyperaldostéronisme primaire. Comme je l'avais dit, c'est le dosage de l'aldostérone et de la rénine avec calcul du rapport. Si l'aldostérone est supérieur à 550 picomoles par litre avec un Ra qui dépasse le seuil, l'hyperaldostéronisme primaire est confirmé. Et si l'aldostérone est bas avec un Ra qui est aussi bas, l'hyperaldostéronisme primaire est éliminé. Et entre ces deux situations, on peut être amené à faire un test dynamique, c'est-à-dire par exemple la charge sodée intraveineuse. Et quand l'hyperaldostéronisme est confirmé, si on retrouve au scanner surrénalien un adénome unilatéral qui confirme la latéralisation de l'hyperaldostéronisme primaire, on propose la chirurgie qui permet la chirurgie qui est une technique permettant de corriger l'hypertension artérielle. Et si la patiente ou le patient n'est pas d'accord, on peut proposer un traitement médical. Dans d'autres cas, si l'imagerie n'est pas en faveur d'un adénome unilatéral et qu'on a un projet de faire une chirurgie surrénalienne, on peut essayer de faire le cathétérisme des veines surrénaliennes. Et si on obtient une latéralisation, on fait la chirurgie surrénalienne. Et si il n'y a pas de latéralisation, on propose un traitement médical au patient. Le traitement médical consiste à l'utilisation du blocage des récepteurs minéralocorticoïdes, c'est-à-dire la spironolactone et les plérénones, le blocage du canal sodique épithélial avec l'amyloride et l'utilisation d'autres antihypertenseurs qui sont non spécifiques à savoir les diurétiques ou bien les inhibiteurs calciques. Et il faut éviter au maximum une supplémentation chronique en potassium. Donc, la deuxième étiologie, c'est les phéochromocytomes et les paragangliums. Les phéochromocytomes sont des tumeurs qui se développent aux dépens des cellules chromaffines de la médullo-surrénale, et les paragangliums se développent au niveau des ganglions du système sympathique et parasympathique. Ces deux entités représentent 0,2 à 0,6% des hypertensions artérielles, et les phéochromocytomes et paragangliums thoraco-abdominaux pelviens sont fonctionnels dans plus de 85% des cas. Seulement 10% des paragangliums de la tête et du cou sécrètent des catécholamines, et c'est une maladie génétique dans 40% des cas. Donc là, c'est un peu les signes des phéochromocytomes et paragangliums. On connaît la classique triade de MENA, céphalie, sueur, palpitation, mais qui n'est souvent pas fréquente dans ces genres de situations. Ou bien le diagnostic peut être fait au décours d'une complication, surtout les complications cardiovasculaires. C'est le cas d'un infarctus du myocarde, par exemple, un choc cardiogénique ou beaucoup d'autres choses. Donc, quand rechercher un phéochromocytome paragangliome, c'est devant une hypertension artérielle résistante, une hypertension artérielle chez un sujet jeune, l'hypertension artérielle avec des symptômes qui peuvent évoquer une décharge catécholaminergique, un incidentalome surrénalien associé ou non à une hypertension artérielle, et surtout
une hypertension artérielle plus un diabète de type 2 chez un sujet de moins de 50 ans et qui a moins de 25 d'IMC. Donc ici, c'est le métabolisme des catécholamines. Les catécholamines sont sécrétées à partir de la L-tyrosine et les trois hormones, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, vont subir une méthylation par la catécholamine O-méthyltransférase pour donner la 3-méthylcytiramine, la non-méthanéphrine et la méthanéphrine qui peuvent être retrouvés au niveau du sang et des urines. Et ces trois éléments vont subir une sulfatation pour donner les dérivés méthylcylés sulfatés qui se retrouvent aussi au niveau des urines. Dans le sang, on dose en fait les dérivés méthylcylés libres et dans les urines, on dose les dérivés totaux. Donc, comment se fait le diagnostic? Le diagnostic se fait par le dosage plasmatique des dérivés méthylcylés, mais ce dosage n'est pas remboursé. Bon, à l'hôpital, nous, on le fait. Et ce qu'on peut faire en ville, c'est les dérivés méthylcylés urinaires qui sont remboursés. Et il n'est pas recommandé de doser les catécholamines parce que les catécholamines ont une endémie-vie qui est très courte. Donc, après ça, c'est l'imagerie qu'il faut faire, c'est le scanner thoraco-abdominal, thoraco-abdominopelvien, qui est une imagerie conventionnelle. Généralement, le phéochromocytome se présente sous forme d'une masse hétérogène qui rehausse intensement après l'ingestion du produit de contraste. Nous avons l'imagerie fonctionnelle, la tomographie par émission de positons qui utilise plusieurs traceurs en fonction du contexte et c'est une pathologie dans laquelle il faut faire systématiquement la génétique. Et avant d'opérer le patient, il y a une préparation à faire, c'est l'utilisation des alpha bloquants qu'on augmente progressivement. Après, on introduit les bêta bloquants, pas de diurétiques à introduire. Il faut une bonne hydratation avec du sérum salé. Donc, chez ces sujets, il faut éviter un certain nombre de médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui augmentent le taux sanguin de catécholamine. C'est surtout les bêta-bloquants, par exemple, les inhibiteurs des monoamines oxydases, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine ou de la noradrénaline. Chez ces patients, l'utilisation de ces médicaments va entraîner un relagage de catécholamine et donner l'orage adrénergique qui a beaucoup de conséquences sur le système cardiovasculaire. Donc, le syndrome de Cushing à présent. Le syndrome de Cushing, le docteur Abdi vient de parler de ça de long en large. C'est un syndrome qui regroupe l'ensemble des manifestations cliniques qui sont induites par une exposition chronique à un excès endogène de glucocorticoïdes. C'est une maladie rare et elle représente moins de 1% des causes endocrines d'une hypertension artérielle, mais on observe quand même une élévation de la tension artérielle chez plus de 80% des sujets. Donc, les signes d'un syndrome de Cushing sont vraiment polymorphes. Il faut beaucoup plus s'attarder sur les symptômes, les signes qui sont un peu plus caractéristiques, c'est les signes cataboliques, c'est les ecchymoses, les vergetures, c'est l'amyotrophie qui contraste avec un abdomen qui est beaucoup plus protubérant. C'est aussi la répartition des graisses facio-tronculaires, le visage qui est arrondi dit lunaire avec un comblement des espaces susclaviculaires. Le syndrome de Cushing a vraiment de signes qui peuvent entraîner un retard diagnostique parce que on ne reconnaît souvent pas ça. Donc, pour faire le diagnostic positif, 3 dosages de première intention sont recommandés actuellement. Il s'agit du dosage du cortisol libre urinaire des 24 heures plus la créatinine urinaire pour
apprécier le recueil. Il s'agit du freinage minute, c'est-à-dire la prise de 1 mg de désaméthasone la nuit et le dosage le lendemain à 8 heures du cortisol. Il s'agit du dosage du cortisol salivaire vespéral que nous n'avions pas ici sur le territoire. Donc, si un seul de ces 3 tests énumérés est anormal, il faut adresser le patient à un spécialiste. Je rappelle juste que ce qui est beaucoup fait, ou bien ce qui est facile à faire en ville, c'est le freinage minute. Et le freinage est dit anormal lorsque le cortisol de 8 heures après prise de désaméthasone est supérieur à 1,8 microgramme par décilitre, c'est-à-dire 50 nanomoles par litre. Donc, quand on observe une anomalie de ces 3 tests, le patient doit être adressé à un spécialiste pour compléter le test par des examens dits de deuxième intention. Donc, après ça, il sera question d'orienter le diagnostic étiologique. Le diagnostic étiologique du syndrome de Cushing se fait par le dosage de l'ACTH. Ça va nous permettre de savoir si le Cushing est ACTH dépendant ou ACTH indépendant. ACTH dépendant, c'est la plus fréquente, qui représente 70 à 80% des cas. Et dedans, nous avons la maladie de Cushing et la sécrétion ectopique d'ACTH. Le syndrome de Cushing ACTH indépendant, c'est au niveau surrénalien. Et dedans, nous avons l'adénome cortisolique qui sécrète du cortisol. On peut avoir le cancer du cortex surrénalien, le corticosurrénalome. Nous avons l'hyperplasie macronodulaire des surrénales ou bien l'hyperplasie micronodulaire pigmentée des surrénales PPNAD. Donc, comment interpréter l'ACTH? Si l'ACTH est inférieur à 10 picogrammes par ml, il s'agit d'un syndrome de Cushing ACTH indépendant. Et si l'ACTH est supérieur à 20, nous sommes en face d'un syndrome de Cushing ACTH dépendant. Et entre 10 et 20 picogrammes par millilitre, il s'agit d'une zone grise et on est appelé à refaire les dosages ou bien faire des tests dynamiques pour pouvoir mieux orienter le diagnostic. Donc, concernant les causes surrénaliennes, c'est ça. Nous avons l'adénome cortisolique dans 50 à 60% des cas, le corticosurrénalome dans 40%, l'hyperplasie macronodulaire bilatérale dans 1% et l'hyperplasie micronodulaire dans 1% des cas. Donc, en résumé, quand on parle d'hypertension artérielle secondaire endocrine, il faut avoir à l'idée les 3 causes, l'hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome et les paragangliome et le syndrome de Cushing. Pour l'hyperaldostéronisme primaire, il faut le dosage de l'aldostérone et de la rénine avec calcul du rapport. Pour le syndrome de Cushing, il faut le cortisol libre urinaire des 24 heures et le freinage minute. Et bien sûr, il y a le cortisol vespéral, le cortisol salivaire vespéral. Pour le phéochromocytome et les paragangliomes, nous avons les méthanéphrines urinaires ou plasmatiques, comme je l'avais dit, qui ne sont pas remboursés. Donc, devant une anomalie de ces trois axes, il est nécessaire de réaliser en fonction du contexte, bien sûr, un scanner surrénalien et affiner le diagnostic avec le médecin spécialiste. Je suis à la fin de ma présentation et je vous remercie. Bon, merci beaucoup. C'était vraiment très clair, très bien. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des questions? Moi, je veux bien poser la première. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter les bêta-bloqueurs pour le dosage de rénine aldostérone? Alors, on le comprend pour les catécholamines, mais pour l'aldostérone... Voilà, les bêta-bloquants entraînent une diminution de l'aldostérone et une diminution beaucoup plus importante de la rénine. En fait. Donc, ça entraîne un faux positif. Merci.